Bonjour à tous, bienvenue et aujourd'hui on se retrouve en fait pour une petite vidéo tranquille. Aujourd'hui on est dimanche, c'est peinard. Je suis resté à la maison solo parce que j'ai du boulot à côté, mais je me suis dit que j'allais en profiter pour faire quand même un petit peu d'échange avec vous. Et en fait pour vous proposer 5 conseils pour bien réussir une première croisière, puisque comme moi j'imagine à un moment donné vous êtes peut-être en train de vous poser la question. J'aimerais bien partir en bateau, enfin en paquebot je veux dire, j'aimerais bien aller quelque part, mais quoi, comment, quoi faire. Il y a pléthore d'options, il y a plein de choses à savoir, plein de choses à connaître, ça me paraît un petit peu beaucoup. Comment est-ce que je m'organise? Qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe? Est-ce que je pars comme ça à l'aventure en espérant que ça se passe bien ou pas? Donc voilà, il y a quelques petites choses qui peuvent être intéressantes à savoir parce que trop souvent en fait, ben, je me rends compte, déjà les gens me posent beaucoup de questions sur un tas de points importants, ce qui est normal, c'est pour ça qu'on est là. Mais souvent aussi, je suis tombé sur des gens qui se sont pointés en disant oui, non, la croisière c'est nul parce que ça s'est passé comme ci, comme ça, comme truc, et que des choses en fait qui me paraissent évidentes quand on les connaît et qui pour eux ont été des déceptions parce qu'ils s'y attendaient pas. Voilà. Donc j'ai fait une petite liste de 5 points, je vais en rajouter un petit peu en cours de route, de choses auxquelles il faut faire en fait attention avant de partir en croisière pour être sûr que la croisière que vous choisirez soit celle qui vous convient et dont vous serez content et pas une succession en fait de choses désagréables qui vont vous arriver et qui font que vous en emporterez un mauvais souvenir. Voilà. Bon déjà évidemment à la base il faut quand même être sûr de vouloir partir en croisière, d'avoir envie d'être sur un paquebot, de se rappeler que c'est quand même des grosses bestioles, des grosses machines, hein, donc il y aura forcément du monde. Peut-être pas autant que vous l'imaginez, mais bon voilà, c'est pas non plus l'idée qu'on se fait des vacances, on va dire, isolées, au contact d'un pays et compagnie. Bon ça c'est des choses dont vous êtes déjà conscient. Mais bon, pour être plus précis, ouais, j'ai ma petite liste en dessous de moi, là, juste là. Et donc voilà, ce que je peux vous dire. Donc premièrement, le premier truc le plus important à mon avis pour vous, c'est de choisir la bonne compagnie. Parce que des compagnies de croisière, il y en a beaucoup, hein, évidemment. Il y a les plus connus qu'on a chez nous, il y a Costa, il y a MSC, Royal Caribbean, il y a Cunard pour qui opèrent notamment le Queen Mary 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ça? Il y a NCL, la Norwegian Cruise Line, il y a Celebrity, bon, voilà, il y a beaucoup de compagnies plus ou moins haut de gamme. Et en fait, on pourrait croire qu'à chaque fois, ben, notamment on va dire les compagnies mainstream, ça va être un petit peu la même expérience de partout, mais on va se rendre compte qu'il y a pas mal d'expériences qui sont très différentes, donc renseignez-vous. Voilà. Donc je ne vais pas vous faire ici là, on va dire la liste de qu'est-ce qu'il y a comme ambiance dans chaque compagnie. Mais par contre, voilà, essayez de vous renseigner un petit peu en amont, en regardant des vidéos de youtubeurs, choses comme ça, en regardant bien les brochures, les navires, la décoration à bord aussi qui a son importance. Quel type de compagnie vous avez préféré? Chez nous, les deux plus communément présentes, par exemple en Méditerranée, c'est Costa d'un côté et MSC de l'autre. Et même si dans l'absolu, en termes de prix, on va s'y retrouver à peu près, voilà, il y a une ambiance, une façon de décorer les navires, des petites choses à bord en fait qui vont être assez différentes. Donc il faut faire attention à ça. Euh, Certains, en fait, j'ai des avis très très partagés. Certains vont être convaincus que la nourriture est meilleure chez Costa, d'autres que c'est chez MSC. Certains préféreront la déco, peut-être souvent plus colorée, mais parfois peut-être un petit peu rétro, entre guillemets, pas sur les tout derniers paquebots, mais sur les plus anciens, donc chez Costa. D'autres vont préférer le côté un peu plus bling bling, brillant, parfois un peu plus. Enfin, un peu moins coloré, un peu moins joyeux qu'on peut trouver chez MSC, mais vont préférer ce côté un peu plus austère, un peu plus. Euh, que eux vont trouver plus élégant, mais qui va en dérouter d'autres. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Après, évidemment, il y a toutes les autres compagnies à regarder comme ça, mais voilà, aussi, en fonction de votre budget, il y a certaines compagnies qui sont beaucoup plus chères que d'autres. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire, quoi, comment, qu'est-ce que ça vous apporte, c'est quoi les prix de la compagnie, le type de gens qu'on trouve dessus, est-ce qu'il y a les activités pour vos enfants si vous en avez, est-ce que c'est plutôt réservé aux adultes, comme chez Virgin par exemple, à l'inverse chez MSC ou Costa, Royal Caribbean, c'est plutôt famille, on peut y trouver des clubs pour enfants et compagnie, mais on peut aussi y aller entre adultes, ça dépend quelle partie du paquebot on va avoir. Est-ce que je vais être tranquille chez une compagnie qui va me proposer des zones réservées, comme le Yacht Club par exemple chez MSC, il y en a d'autres comme ça, enfin cette fameuse structure un petit peu, le navire dans le navire qui vous permet d'être relativement isolé du reste, donc d'avoir du calme à bord d'un gros navire quand même. Donc tout ça, il faut y faire attention. D'une compagnie sur l'autre, c'est pas toujours présent, donc faites attention à ça. Voyez votre budget et compagnie. Et d'ailleurs, à ce sujet, en parlant de budget, anticipez bien vos devis. N'hésitez pas à faire plein de devis, hein. Les agents de voyage seront à fond pour faire les devis, puisque, comme je l'avais mentionné il y a déjà un certain temps, c'était un petit peu une surprise aussi quand moi j'ai fait ma première croisière. Entre le tarif de base qu'on vous annonce quand vous faites une recherche comme ça vite fait sur un site de croisière, et la réalité, il y a une grosse différence. Même dans les prix les plus bas, on vous donne le prix par personne qui est multiplié par 2 minimum si vous êtes dans une cabine, les cabines sont conçues pour deux. Donc même si vous partez seul, en fait,
Vous aurez quand même une cabine pour deux à payer, sauf les compagnies qui font des croisières solo, donc encore une fois là-dessus il faut se renseigner. Il y a des frais on va dire, de présence à bord, des frais d'hôtellerie, les pourboires qui sont déjà inclus à l'avance, qui vont se greffer par-dessus, les frais de port et tout ça. Donc vous pouvez calculer quand même que le prix final de votre croisière, et encore c'est sans compter les éventuels forfaits boissons, les restaurants en plus, au-delà de ceux qui sont déjà prévus d'origine, les frais pour les excursions aussi, les frais de route pour aller sur place, pour faire laisser votre voiture éventuellement, ou les voyages en train ou en avion. Donc tout ça fait que votre facture va se multiplier par 2, par 3, donc attention de ne pas vous fier aux prix initiaux. Vous pouvez vous attendre à ce que ce soit 2 à 3 fois plus cher à l'avance, enfin à l'arrivée je veux dire. Donc attention à ça aussi. Donc soyez très prudents, donc n'hésitez pas à faire des devis. Les agents de voyage en général seront ok pour faire des devis dans tous les sens quasiment, sans vous rien vous demander en retour, en espérant qu'à la fin évidemment vous trouviez votre bonheur. D'ailleurs, parenthèse, comme d'hab, moi je vous renvoie à mon agent de voyage actuel qui s'appelle le Pierre Juillard, un Pierre Juillard Pro sur Facebook, qui va vous s'occuper de tout faire ça pour vous. Voilà, donc vous dites que vous venez de notre part, et puis nous, dans l'autre change, il y a un petit sponsoring, ça nous permet de récupérer des petites remises qui se cumulent progressivement sur le prix des croisières qu'on fait par la suite. Donc ça peut être cool si vous le contactez, en tout cas lui, il est très bien recommandé de dire que vous venez de notre part. Voilà. Enfin, il y a lui, il y en a d'autres évidemment, mais nous, on travaille avec celui-là. Donc Pierre Juillard Pro, je vous mets un lien quelque part. Et voilà, donc à lui comme à d'autres, moi le premier je fais tout le temps en fait, demander des croisières pour différentes dates, différents moments, dans différentes configurations, avec tel ou tel forfait. Donc voilà, il faut bien tout choisir de ça. Donc, tout ça implique vraiment de faire attention à la compagnie qu'on choisit, au budget qu'on y met, ça c'était vraiment le premier point, un peu fourre-tout, mais c'est le plus important on va dire au démarrage. Une fois que vous avez établi la compagnie que vous voulez et votre budget, ce budget évidemment il va varier énormément en fait en fonction du navire que vous allez prendre. Si le navire va être plus ancien ou plus récent, forcément les prix ne seront pas les mêmes. Si la croisière sera plus ou moins longue aussi, mais ça on en parlera après. Donc encore une fois attention à ça. Pour MSC par exemple, que vous voyagez sur le tout dernier World Europa ou sur l'Harmonia qui est beaucoup plus ancien, les prix ne sont pas les mêmes. Les itinéraires non plus. Pareil chez Costa, que vous soyez sur le Toscala qui est tout récent ou sur des anciens comme le Fascinosa par exemple. Les tarifs ne sont pas tout à fait identiques, donc attention à ça. Et d'un navire à l'autre, ou d'une classe de navire à l'autre, puisque les navires sont souvent produits par 3 ou 4 modèles relativement similaires, vous allez avoir en fait des ambiances encore différentes. Ils seront plus petits, plus gros, avec plus ou moins d'aménagement, une déco qui peut un peu varier, même s'il y a un esprit général sur une compagnie, ça évolue avec le temps. La technologie à bord ne sera pas la même non plus, forcément, ce que vous avez sur un navire qui est tout récent, qui a 2-3 ans, mais en termes de connexion, en termes d'internet à bord, si vous voulez, en termes de quantité d'activités aussi, notamment je pense à tout ce qui va être toboggan pour les enfants et compagnie, qui a été très 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 augmenté ces dernières années. Donc voilà, donc selon vous prenez l'ancien ou un nouveau. Encore une fois, voilà, vous prenez, je vais regarder, restez chez MSC que je connais quand même mieux. Sur le bord d'Europa, vous allez avoir beaucoup de piscines, une très grande piscine intérieure qui va être chauffée. Vous avez un gros ensemble de toboggans, vous avez des piscines enfants, tout ça. Alors si vous prenez les plus anciens, je crois comme l'Harmonia par exemple, vous avez une piscine extérieure point qui n'est même pas fermée, donc en hiver, évidemment c'est pas possible. Et souvent elles sont même pas chauffées. Donc il y a une très grosse différence qui se fait entre les anciens et les nouveaux navires. Et l'ambiance à bord, voilà, va être différente. Il y en a qui sont très très ouverts sur l'extérieur, donc ils sont très bien pour faire des croisières méditerranéennes ou dans les Caraïbes, d'autres qui sont un peu plus refermés, du coup on voit pas trop l'océan si on va pas le chercher, donc du coup c'est bien pour les croisières plus au nord. On peut être un peu frustré si on y va en espérant profiter de l'extérieur, même de l'intérieur, même en étant dans les espaces intérieurs du navire. Donc voilà, il faut faire attention un petit peu à tout ça, qu'est-ce qu'il y a, quelles prestations, quelle modernité, tous ces trucs-là, ça peut être important. Sachant que la modernité, c'est pas toujours un gage de confort, les anciens navires ont d'autres types d'itinéraires et beaucoup de croisiéristes que je connais sont très très fans des navires plus anciens. Nous, on avait fait le Fantasia il y a quelques temps, qui date de 2008, alors qu'on avait commencé par le Seashore, qui date de 2021. Certes, les équipements n'étaient pas les mêmes, mais l'ambiance de croisière était plus sympa à bord du Fantasia. Donc ça ne veut rien dire en fait l'âge d'un navire, jusqu'à un certain point évidemment, tant qu'il est bien entretenu. Donc prenez le temps vraiment, ça demande du temps en amont avant de choisir. Partez pas sur une croisière comme ça à l'arrache, sauf si vous l'avez gagné évidemment, tant mieux, c'est le bonus. Mais vu quand même le prix que ça coûte, même pour les moins chers, si vous prenez pas le bon navire, pas la bonne compagnie, vous allez être frustré de votre voyage. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Oui, troisième point, donc on a la compagnie, on a le navire, on a fait attention au prix. Il va rester à voir l'itinéraire. Encore une fois, voilà, qu'est-ce que vous voulez voir, quoi, comment, de quelle façon? Est-ce que vous voulez passer plusieurs jours en mer? Est-ce que vous êtes plutôt Méditerranée, plutôt Adriatique, plutôt Méditerranée, on va dire occidentale, avec les tours classiques depuis Marseille, avec Barcelone, Rome et compagnie? Vous voulez aller plus loin vers la Grèce ou vers la Turquie?
Est-ce que plutôt le froid vous dérange pas, vous avez de grands espaces, vous voulez plutôt partir en Europe du Nord, ou même outre-Atlantique si les moyens vous le permettent? Est-ce que vous voulez absolument faire une transatlantique? Une transatlantique, souvent, c'est pas cher, entre guillemets, hein, pour le temps que ça représente, parce que les navires changent de région selon les périodes de l'année. Donc, à un moment donné, quand le navire va part de Méditerranée pour aller dans les Caraïbes, par exemple, il faut mettre des gens à bord quand même pour rentabiliser. Donc, les croisières seront forcément moins chères pour le temps qu'on passe. Mais est-ce que c'est des navires qui méritent de vouloir passer 5, 6, 7 jours en mer avec vraiment que le navire? Ou est-ce que on préfère faire plutôt des escales régulièrement dans des pays qu'on connaît ou qu'on connaît pas, un jour en mer par-ci par-là? Donc tout ça, il faut faire attention à son itinéraire, sachant que les itinéraires les plus connus permettent les navires les plus récents et les plus gros, et les plus anciens, souvent avec des ports plus originaux et moins visibles, c'est les navires qui sont un peu plus anciens, donc de plus petite taille, qui vont pouvoir y aller. Donc tout ça, voilà, ce sont des choses qui vont s'imbriquer les unes dans les autres, donc auxquelles il faut faire attention pour encore une fois faire un bon choix. Donc, il y a toujours une part d'incertitude évidemment là-dessus, mais voilà, attention vraiment à se renseigner plus en amont. De la même façon, je continue un petit peu dans cette logique. Les escales que vous allez faire sur votre croisière, une fois que vous les avez, que vous avez choisi donc votre navire et l'itinéraire en question, tout est budgété, que vous êtes prêt pour partir, vous avez réservé votre croisière, ça y est, c'est bon, vous êtes chaud. Il faut faire attention à où vous allez. C'est-à-dire qu'une escale de croisière, je le dis souvent, c'est très court. Le navire, il accoste, allez, on va dire au mieux à 8 heures. Le temps de se mettre en route, de sortir avec la cohue, tout le monde et compagnie, si vous voulez être dans les premiers dehors, il y a tout un tas d'attentes quand même pour arriver. Donc au mieux, il vous faut une demi-heure, trois quarts d'heure, dans le meilleur des cas pour sortir, en anticipant la queue. Éventuellement, si le navire est à l'extérieur de la ville, ça peut être parfois juste à côté. Dans le cas de Barcelone, par exemple, ou de Marseille, il y a des navettes, soit directement portuaires, soit mises en place par la compagnie qui coûtent 10, 15, 20 euros, ça dépend de la distance, qui vous amène au centre-ville. Donc vous n'êtes pas loin, donc vous avez le temps de faire une belle escale. Hein. Par contre, si c'est Rome, par exemple, ou Florence, le port de Civitavecchia ou de Livourne sont à plus d'une heure, une heure et demie de la ville en question. Donc si vous voulez la voir, ça peut prendre un certain temps, donc il faut se dire on ne pourra pas tout voir. Voilà. Dans tous les cas, même le navire repart, même s'il repart à 19h, il faut être comme à bord, en général une bonne heure et demie avant, hein, on vous le dira, ça à bord. Donc plus le temps de route, il faut anticiper. Par exemple, quand on a fait Rome, on n'était pas parti trop tôt, on avait pris je crois le train vers 9h30, on était arrivé un petit peu avant 11h sur Rome, on était sur Rome de 11 à 15. À 15h, on a couru à la gare, on est revenu à la gare de Civitavecchia, il était 17h, et il fallait encore qu'on cavale jusqu'au navire, où on devait être sur place à 17h30. 5h à Rome, si vous ne savez pas ce que vous voulez voir à l'avance, évidemment, c'est un problème. Pareil sur Barcelone, c'est un peu moins compliqué Barcelone, puisqu'il y a des navettes beaucoup plus régulières, et le port est vraiment très proche du centre-ville, donc ça va. Mais dans tous les cas, voilà, pour des grandes villes comme ça, des grandes capitales, vous ne pouvez pas tout faire, c'est normal. Donc il faut vraiment anticiper, acheter des petits guides verts, dire tiens, il y a ça, ça, ça que je veux voir, est-ce que je veux faire le tour de mes escales en prenant genre un bus à escale, là où on peut monter, sortir quand on veut, faire juste un petit tour touristique en faisant des photos sans s'arrêter forcément à chaque endroit. Est-ce que je veux profiter d'un quartier, m'y arrêter? Est-ce qu'il y a peut-être ce que je veux voir? Est-ce que je veux faire un musée éventuellement? Est-ce que je reviens l'année prochaine pour un séjour sur place, donc j'aurai le temps de voir d'autres choses? Est-ce que je fais une reconnaissance de la ville pour en profiter un petit peu rapidement? Donc voilà, il faut vraiment... plus vous allez anticiper en fait les moyens de sortir du port, le temps que ça vous prend entre le navire et ce que vous voulez visiter, ce que vous voulez voir à l'intérieur, donc plus vous allez anticiper ça, mieux vous allez apprécier l'escale. Voilà. Nous principalement ce qu'on fait le plus possible, c'est un point d'intérêt, un ou deux quartiers, et on va se concentrer là-dessus. Et puis si on revient plus tard, on fera d'autres choses. Il y en a qui essaient de tout voir parce qu'ils arrivent de très loin et que du coup ils reviendront pas forcément. Donc un Américain qui voyage en Europe, c'est un gros voyage, donc forcément en Méditerranée, il se dit je reviendrai pas avant 5, 10, 15, 20 ans. Si je reviens, je vais essayer d'en avoir le plus possible, c'est normal. Nous qui sommes à proximité de la Méditerranée par exemple, on peut se dire tiens, à Rome je vais voir ci, à Barcelone je vais voir ça, à Naples je vais voir ça, sachant que je peux plus facilement y retourner par la suite. Donc voilà, donc sachez ce que vous voulez faire et anticipez en fait le temps de route, les transports, le métro, tout ce que vous pouvez, comme si vous partiez plusieurs jours à l'endroit même. Comme ça, vous êtes sûr de ce que vous voulez faire, vous ne perdez pas de temps à vous dire mince, je suis où, je dois faire quoi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu en penses et compagnie. Si vous avez un doute et que vous avez le budget, vous prenez une excursion du croisiériste directement en fait, qui va vous emmener du point A au point B, faire les rassemblements au niveau du navire. S'il y a du retard, le navire vous attendra. Vous êtes pris en charge, vous avez moins de liberté, mais vous êtes pris en charge et au moins il y a un tour qui vous est proposé à l'avance. Mais ça coûte des sous, forcément. Donc voilà, essayez de voir ce que vous voulez faire, comment, avec quel niveau de tranquillité ou d'investissement personnel.
histoire d'être le plus près possible. Hein, voilà. Et dernier point, on va dire, dans cette catégorie, enfin dans ces quelques conseils de base que je vais vous donner, c'est renseignez-vous sur le fonctionnement d'un navire. Si vous n'avez jamais pris, en fait, jamais fait une croisière avant, le monde des croisières, c'est un petit microcosme qui a plein de petits usages et compagnie sur lesquels il faut s'attendre en fait. Ça commence dès l'arrivée au port en fait jusqu'à la sortie. Donc il y a toutes ces petites choses. Est-ce que dans le port où je vais, si je vais en voiture, si je vais en train, comment se passe l'accès, s'attendre à ce que voilà, vos bagages soient récupérés avant, donc ils seront amenés devant vos cabines directement en cours de journée pendant le jour d'embarquement. À quelle heure je suis convoqué, à quelle heure je dois arriver, qu'est-ce que je dois prévoir comme papier en avance, quelles affaires je garde avec moi. Admettons vous êtes convoqué pour voir un embarquement à midi, le temps qu'ils prennent en charge vos bagages et compagnie, que ça soit déposé dans votre cabine, la cabine ne sera pas dispo peut-être avant 15, 16, 17 heures, je ne sais pas. Vous allez être sur le navire, si vous voulez aller vous baigner, profiter de la piscine pendant qu'il n'y a pas trop de monde, si vous n'avez pas un sac avec vos affaires dedans de plage, entre guillemets, voilà, vous ne pouvez pas aller vous baigner, c'est quand même dommage d'avoir le navire à dispo, de ne pas pouvoir en profiter. Gardez ici évidemment avec vous vos effets personnels, vos papiers d'identité, tout ça. Caméra, c'est un peu fragile, ne laissez pas ça dans les valises. Les valises ça se perd, même si les gens font relativement attention, ça arrive quand même. Donc voilà, attendez-vous à ça, soyez pas surpris. Si j'y vais en voiture, où est-ce que je me gare, c'est quoi mon parking, combien de temps avant je pense à arriver, combien ça va me coûter, est-ce que je le réserve à l'avance, est-ce qu'il y a un voiturier, par exemple au port de Gênes, vous vous garez littéralement au pied du paquebot, il y a un mec qui va prendre en charge votre véhicule, vos bagages et compagnie, tac, vous laissez vos clés, ça peut être un peu perturbant, mais c'est clair, un mec qu'on connaît pas. Donc voilà, sachez prévoir comment ça se passe. Hein, quand vous montrez, descendez du paquebot, vous demandera toujours votre carte d'embarquement, avec une photo qu'on va vous prendre aussi pour vérifier que la bonne personne rentre, la bonne personne remonte à bord, enfin descend et remonte je veux dire, donc il n'y a pas de problème. Les enfants ne peuvent pas sortir sans les parents évidemment. Renseignez-vous aussi sur la technologie à bord, est-ce que les pourboires sont inclus de base, à quelle heure je dois passer au restaurant, combien coûtent éventuellement les restaurants en plus. Voilà, il y a ça aussi, tiens, justement, attention à tout ce qu'on va vous demander à payer en plus, faites gaffe à ça. Certes, la croisière est vendue comme un tout compris, mais dans le tout compris, vous avez quelques boissons en fontaine, bon, à volonté, hein, évidemment, le buffet, le restaurant du soir à volonté, principal. Mais autour de ça, on va essayer de vous récupérer de l'argent sur un tas de trucs. Les boissons en plus seront payantes. Il y a plein de restaurants très appétissants, très chouettes, très très bons, généralement meilleurs que le restaurant de base, mais qui sont payants aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va essayer de vous vendre, faire prendre des photos. Les excursions, ça coûte des sous. Donc ces trucs-là, vous aurez le sentiment, parfois, si vous n'êtes pas prévenu et que vous ne savez pas dire non, ou que en fait on cherche à vous extirper de l'argent dans tous les sens, ce qui n'est pas faux. Hein. Il y a le casino aussi, par exemple, trucs comme ça. Donc voilà, il y a des choses qui sont payantes, d'autres qui ne le sont pas. Donc sachez bien qui, quoi, quand, comment. Éventuellement, anticipez, dites-vous tiens, par rapport à ce que je vais consommer ou pour la tranquillité, je vais prendre un forfait boisson à l'avance, alors lequel, à quel prix, est-ce que je prends un forfait pour les restaurants ou est-ce que j'y vais sur place, on verra s'il y a de la place. Donc voilà, essayez le plus possible vraiment d'anticiper le fonctionnement du navire, histoire de ne pas être surpris. De la même façon, le dernier soir avant de descendre, vous devez vérifier que vous êtes bien à jour de ce que vous avez dépensé sur le navire. Ça m'est arrivé une fois de penser que j'étais à jour et de me faire bloquer à la sortie le jour du débarquement parce qu'en fait j'avais pas fait gaffe, mais j'avais des trucs qui n'avaient pas été pris en compte, qui auraient dû être débités automatiquement, c'était pas le cas. Puis derrière ma carte en plus a coincé parce qu'il y avait un problème de transfert entre le terminal du navire et puis donc ça voulait pas passer, donc il y a eu toute une embouche de repasse à la réception. Enfin bref, j'ai perdu 3 plombes pour descendre. Donc anticipez ça aussi. Vos valises doivent être prêtes la veille à minuit devant vos cabines, dans les couloirs, avec des papiers qu'on va vous donner pour qu'elles soient prises en charge durant la nuit pour être débarquées le matin sans vous. Donc pareil, gardez avec vous des affaires de toilette pour le matin, sinon vous n'aurez rien sous la main, ça va pas être très pratique. Hein, donc voilà, tout ça, ça peut être un peu perturbant de laisser ses bagages dehors comme ça. Enfin bon, mais ça se fait, en général ça se passe plutôt bien. Donc voilà. Pour résumer l'ensemble de ces petits conseils-là, mon principal conseil qui regroupe tout ça, c'est renseignez-vous. Renseignez-vous le plus possible à travers les sites web, à travers votre agent de voyage qui est là pour ça, hein, qui est là pour répondre à vos questions aussi. En regardant des youtubeurs, comme moi par exemple, parce qu'en France on n'est pas tant que ça à essayer de faire ça, mais il y a aussi beaucoup de youtubeurs anglais, donc si vous parlez anglais, moi je fais comme ça, compulser les vidéos, les reviews de navires, les gens qui sont allés les filmer, qui vous font faire la visite. Moi, sur ceux que je vois, à chaque fois, je propose par exemple une visite avec le plan directement, qu'est-ce qui est où, qu'un navire c'est grand, évidemment. Renseignez-vous sur les escales, allez voir sur des forums, sur les groupes sur Facebook aussi qui vous permettent de poser vos questions. Ne vous le jetez pas dans une croisière comme ça, sans savoir où vous allez, parce qu'en fait, vous allez avoir des surprises, et peut-être pas ce que vous attendez ou ce que vous pensiez attendre par rapport à la prestation que vous avez pris. Donc du coup, voilà, c'est la pire façon en fait, d'être déçu d'une croisière.
c'est dans l'attente quelque chose qui n'est pas la réalité, et du coup, tout ce qu'elle offre, bah, vous en profitez pas parce que vous êtes focus sur tout ce que vous avez pas lu en fait. Donc du coup, c'est dommage, il y a des gens comme ça qui sont très frustrés. Voilà, si la croisière par défaut c'est déjà pas un truc qui vous attire, bah, n'y allez pas, prenez pas le risque, ou alors allez-y avec un esprit, on va dire, ouvert. Enfin, si vous changez de compagnie pour essayer, bah, attendez-vous peut-être que ce soit pas le même délire que ce que vous attendiez initialement. Voilà, donc moi je suis plus branché MSC que Costa pour vous donner l'exemple, mais voilà, je sais que si un jour on me propose Costa ou j'ai une opportunité sur les Costa les plus récents, je le ferai ou quoi, mais en m'attendant pas à ce que ce soit à l'identique de ce que j'aime ailleurs, et qu'il y a des choses qui seront bien, d'autres qui seront moins bien, pas pour autant que ce sera nul. Donc voilà, il faut rester ouvert. Une croisière, c'est jamais à l'avance 100% de tout ce qu'on voudrait, mais si on n'est pas non plus déraisonnable sur ce qu'on peut en attendre, ça apporte évidemment beaucoup de choses. Donc voilà, donc il faut prendre tout ça en compte. Voilà. Donc renseignez-vous en amont, anticipez le plus possible, c'est mon conseil principal. Et de cette façon-là, je pense que vous pourrez évidemment avoir les meilleures croisières du monde. Voilà, dans les commentaires, si c'est possible, pour les gens qui ont déjà fait des croisières, si vous avez d'autres conseils en fait, à amener pour les gens, ou des questions à poser, ben, venez participer. Hein. Comme d'hab, ça sert au référencement de la chaîne, mais ça peut être aussi très utile en fait, pour les gens qui vont venir voir cette vidéo, de regarder si en dessous il n'y a pas d'autres conseils en plus des miens. Il y en a forcément, parce que je n'ai pas non plus une expérience de croisière qui est gigantesque par rapport à d'autres. Voilà, donc j'apporte mes conseils, mais d'autres en auront sûrement auxquels je ne pense pas. Donc voilà, apportez vos témoignages, posez vos questions, échangez, les commentaires sont là pour ça. Et évidemment, bah, si vous appréciez le contenu de la chaîne et les autres vidéos, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire du coup, un petit like sur la vidéo, un petit pouce en l'air, et puis bah, abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines vidéos, quand on partira sur le Renaissance notamment pour explorer cette nouvelle compagnie française que je ne connais pas encore, donc avec un esprit ouvert encore une fois. Et puis bah, pour ne pas rater les prochaines vidéos, voilà, d'une façon générale. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite un bel été, de bonnes croisières pour ceux qui partent, et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.